Bonjour à tous, nous sommes le lundi 9 février et aujourd'hui je voulais faire une suite à ma vidéo d'hier concernant ce qui est en train de se passer actuellement, dont on parle très très peu, à savoir des révisions en ce qui concerne les lois de bioéthique en France. Donc alors aujourd'hui, je voulais particulièrement, parler du DPI dont on a discuté un petit peu hier, donc qui est soutenu par certaines associations comme là le collectif, BAMP, donc c'est les bénévoles de l'aide médicale à la procréation. Donc alors, qu'est-ce que c'est que, le DPI, diagnostic préimplantatoire, dont on a hier, survolé dans la lecture de l'article? Sans entrer dans les détails. Donc j'ai pris des notes aujourd'hui, plein de notes, et je me suis renseignée. Voilà, qu'est-ce que c'est que le DPI, diagnostic préimplantatoire? Basiquement, et pour synthétiser, c'est une biopsie, une étude de cellules prélevées sur un embryon. Cette biopsie peut se pratiquer à différents stades du développement de l'embryon. Différents stades qui peuvent affecter plus ou moins l'embryon, contrairement, je pense, à ce que disent le collectif BAMP. Il y a eux, mais il y a d'autres gens qui soutiennent que ça fait rien du tout, que c'est formidable. Donc alors, pourquoi faire? Au départ, le DPI a été pensé pour des couples dont la fertilité existe, mais présentant des problèmes comme, je tourne les pages, comme des fausses couches à répétition, par exemple. Pour rappel, les fausses couches, perdre sa grossesse au cours du premier trimestre en particulier, surtout, est une réaction naturelle qui souvent élimine des embryons non viables. On ne parle pas des fausses couches, malheureusement, dues à, j'en sais rien moi, une chute, un accident de voiture, ce genre de choses où là, c'est mécanique et non génétique. Puis en seconde intention, on peut noter que le DPI sert à déterminer quels embryons ne vont pas être porteurs d'anomalies génétiques pour la transmission par l'un des deux parents ou les deux. Donc alors en premier lieu, c'est pour éviter des fausses couches. On peut éviter des fausses couches ainsi et aussi évidemment diagnostiquer des anomalies génétiques. En général, les maladies détectées, en France du moins, sont la mucoviscidose, les myopathies, l'hémophilie A et d'autres maladies rares. Quel problème éthique pose le diagnostic préimplantatoire? Alors, les dérives éthiques sont dues au fait que dans certains pays, comme les États-Unis par exemple, l'Inde, qui pratique le DPI pour favoriser par exemple des grossesses pour avoir des garçons, ou bien selon des demandes parentales farfelues. Enfin, moi j'estime que c'est farfelu, c'est mes notes là, comme la couleur des cheveux, des yeux, la détection du strabisme, c'est quand on louche le strabisme. D'autres problèmes éthiques existent, comme la possibilité de sélectionner un embryon sur la base de compatibilité avec un frère ou une sœur en attente d'une greffe. Ce que l'on appelle les bébés pansements, entre guillemets. En France, cette pratique donc de faire un bébé qui va être compatible avec un frère ou une sœur malade, pour le guérir, le soigner donc, avec, j'en sais rien moi, de la moelle, je pense que c'est un peu ce genre de situation, ou pourquoi pas un don d'organes, hein. Là, je sais pas si ça va jusque-là. Est-ce qu'on peut envisager, par exemple, de prélever des reins? Je pense pas que ça se passe en France. Je suis pas allée creuser aussi loin. J'imagine que non, que ça va plutôt être pour prendre des cellules souches ou bien peut-être de la moelle un peu plus tard pour soigner. Voilà, voilà. Il est intéressant de savoir... Alors, attendez, est-ce que j'ai pas sauté une page? Non, je n'ai pas sauté de page. Il est intéressant de savoir ce qu'en pense le docteur Jacques Testard du DPI, justement. Pour rappel, Jacques Testard, 86 ans, est un biologiste français qui a permis la naissance du premier bébé éprouvette en France, Amandine, en 1982. D'ailleurs, en février 82, donc on va bientôt pouvoir lui souhaiter un bon anniversaire. Il refuse, lui, le tri des embryons.
argumentant de la dérive eugénique, c'est-à-dire que l'on élimine systématiquement les embryons porteurs d'anomalies génétiques, qui est compliqué, la dérive eugéniste, à stopper, puisqu'il est impossible, selon lui, de définir la limite entre une maladie grave et un handicap léger. Et le fait que le diagnostic préimplantatoire poussera à rendre la définition du handicap de plus en plus subjective. Alors par là, ce qu'il veut dire, c'est que qu'est-ce qu'on peut considérer comme un handicap? Tout à l'heure, je vous parlais du strabisme. Ah oui, ça peut poser des problèmes de vision, j'imagine. Moi, je louche pas, donc je me rends pas compte. Mais est-ce que ça, c'est un handicap qui mérite d'être dépisté? Parce que pour certains, ça va l'être. Pour d'autres, non. Donc, bon. On peut noter également que ou par exemple la bipolarité. Je pense pas qu'elle soit encore dépistable, mais si c'est le cas, on fait quoi? On peut noter également que les tests anténataux ou le DPI, anténataux donc c'est avant la naissance, ou le diagnostic préimplantatoire expriment une attitude stigmatisante, non seulement du handicap, mais aussi des personnes handicapées, dont la vie serait perçue comme ayant moins de valeur, voire coûtant cher à la société. Si le diagnostic préimplantatoire devenait une norme, comme dans le film de science-fiction Bienvenue à Gattaca de 1997, à terme, on pourrait assister à une standardisation de l'être humain, menaçant gravement la diversité humaine. Alors sachez qu'en Chine, là, ils mènent des expériences, ai-je lu, pour accroître sur apparemment plusieurs générations l'intelligence. Donc là, on est bien dans Bienvenue à Gattaca, puisque dans Bienvenue à Gattaca, ils sélectionnent des embryons pour qu'en fait, on ait une société parfaite. Et tous les enfants nés de façon, dans ce film, hein, de façon naturelle, donc sans, en faisant l'amour, hein, eh bien, eux sont envoyés systématiquement déclassés, en fait. C'est-à-dire, ils vont être faire tous les métiers les plus ingrats, etc. Alors que certains, comme c'est montré dans le film, et c'est la réalité humaine, vont être super intelligents et tellement motivés pour certains, dans certains domaines, euh, que ils seront parfois aussi efficients ou plus que des gens sélectionnés. Voilà. En Europe, on a déjà des pays n'ayant pas de réglementation alors pas de réglementation sur le diagnostic préimplantatoire, c'est-à-dire qu'on va trier des embryons, hein, et où des pratiques moralement discutables sont déjà existantes. Donc c'est vrai qu'on voit, moi ça fait des années que j'entends parler de Chypre et Malte, où des touristes, moi j'appelle ça du tourisme médical, hein, ou paramédical, parce que parfois c'est des gens même pas infertiles ou stériles qui y vont. Hein, donc ces gens-là vont se faire créer, puisque là, ces gens-là, là, le collectif, il parle de création d'embryons. On est quand même dans un domaine là, on crée des choses, on se prend vraiment pour Dieu. Hein. Et en choisissant, pour choisir la couleur des yeux, la couleur de la peau, enfin vraiment de la peau. C'est-à-dire que moi, vous voyez, par exemple, je suis d'origine polonaise, mais j'ai tendance à être assez mat. Ça, c'est dans mon génome. Je suis pas forcément, je suis pas blonde aux yeux bleus, par exemple. Ben là, dans ces pays-là, on peut quasiment coup sûr choisir ce genre de choses. La couleur des cheveux, de la peau, des yeux du futur enfant. Donc, ou proche de nous, mais non encore européen, puisque ça ne saurait tarder un jour à se décider, ou non d'ailleurs, on a l'Ukraine, dont je vous parlais hier, pour de toute façon déjà des grosses dérives au niveau de tout ce qui est... moi j'appelle ça des achats, hein, achats de bébés par mère porteuse, tout ça, hein, quelle que soit d'ailleurs la destination, quel horrible mot, de ces bébés, que ce soit pour satisfaire un besoin, un désir d'enfant de personnes n'y arrivant pas, euh, ayant dépassé l'âge, enfin, pour tout un tas de raisons, ou bien pour des choses complètement glauques. Vous vous doutez bien qu'en Ukraine, il n'y a pas noir, bon, on va pas se mettre la tête dans le sable trop longtemps. Et pour tous les autres pays européens, il y en a 11 autour, là, proches, soit déjà dans la communauté européenne, soit juste à côté, c'est que des pays sympas. La Turquie,
On a aussi tout ce qui est ceinture périphérique, tous les pays de l'Est, là. Je crois qu'il doit y avoir la Slovénie, ou moi, des pays comme ça. Vous doutez bien que dans ces pays où il y a sévit une grande misère, encore plus grande que la nôtre, c'est très tentant, tout ça, pour les femmes qui vont faire des GPA. C'est tentant, c'est très tentant. Et vous savez qu'en Inde, d'ailleurs, où ça se pratique, la gestation pour autrui, les femmes sont payées. Mais c'est tellement ridicule. Oui, j'invente, mais je veux dire, je passe 5 000 $ pour une grossesse. Derrière, les médecins eux, c'est un business, hein. Donc, les couples qui vont prendre des bébés là-bas payent des sommes astronomiques, mais la mère porteuse, elle a peanuts. Donc, bien entendu, au chapitre des questions éthiques se pose la marchandisation, voilà, du corps humain et fait... Attends, excuse-moi, j'arrive plus à me relire. Et le fait d'utiliser à des fins mercantiles, donc pour de l'argent, le désir d'enfant, puisque rapidement on pourrait voir comme, voilà, c'est le cas à l'étranger, les États-Unis pour ne citer que, on pourrait voir donc émerger un marché permettant de choisir, moyennant finance, des bébés sur catalogue. Donc alors, donc pour être plus informé, évidemment, c'est là qu'on arrive à bientôt la fin. Je suis allée écouter les arguments du collectif BAMP, qui est donc une association, c'est là que je trouve ça complètement dingue, loi 1901, reconnue d'intérêt général et agréée par le ministère de la Santé et de la Prévention. Donc c'est pour ça que eux, ils ont le droit de citer lors des conseils où on va envisager des révisions des lois concernant des lois de bioéthique. Donc ces gens-là vont donner leur avis. C'est formidable, je trouve, parce que là, c'est pour ceux qui peuvent lire, vous voyez ça, c'est eux qui le disent. On va en parler après, vite fait. Donc alors, donc c'est une association regroupant des patients et ex-patients de l'assistance médicale à la procréation, des personnes stériles ou infertiles, des donneurs aussi de gamètes, d'ovocytes, tout ça, tout ça. Sur YouTube, leurs vidéos donc sont accessibles et j'ai pu voir leurs arguments en images, en plus de lire leur manifeste sur la page de leur site internet. Alors, pour parler de façon triviale, je n'ai pas été déçue du voyage. La première vidéo, donc j'essaierai de vous mettre en lien si j'y pense, hein, les gars, hein, mais vous êtes grands, hein, vous avez les noms, tout, pour abuser non plus. Je vous remets le nom de l'asso, collectif BAMP. Donc, j'ai pu voir donc, ces vidéos qu'on nous propose. Et la première donc, qui m'a été proposée, c'est celle-ci. Celle d'un couple relatant son parcours dans l'assistance médicale à la procréation, datant d'il y a 6 ans, donc vidéo nommée Céline, Manu et le DPI-A. Vidéo qui tente de nous vendre, entre guillemets, le DPI de façon humoristique, mais dont la façon réelle de penser la chose est plutôt terrifiante pour moi. Comme par exemple cette phrase que vous pouvez lire sur l'écran. L'eugénisme peut être désigné comme, ouvrez les guillemets, l'ensemble des méthodes et pratiques visant à améliorer le patrimoine génétique de l'espèce humaine. Donc alors, on s'est quand même fadé Hitler, le nazisme, tout ce qu'on a pu voir de camps de concentration, de déshumanisation justement, d'eugénisme. Le terme était quand même posé, puisque même avant-guerre, Hitler a fait tester par ses ingénieurs tout ce qui était Zyklon B, trucs comme ça, sur les malades mentaux. Dans les hôpitaux d'aliénés, on testait les chambres à gaz. Comment la stérilisation forcée, ça c'est sûr, des handicapés, des personnes handicapées mentales, mais par la suite également la mise à mort. Donc, et ça, tout ça, c'était pour améliorer la race aryenne. La race aryenne qui n'existe pas, à part dans le cerveau malade de ces gens-là. Mais, et donc, là, elle, ça la dérange pas du tout de dire que l'eugénisme, ça peut être un truc, en fait, c'est pour, voilà, ça améliore le patrimoine génétique de l'espèce humaine. Mais c'est pas possible. Je sais pas quel âge ils ont, ces gens-là. Parce que la vidéo, elle a 6 ans.
C'est des trentenaires, ça. Mais ils sont pas allés à l'école, je sais pas c'est quoi leur truc, leur problème, en fait. Outre leur très grand égoïsme, voilà, ce désir qui est un droit pour eux d'enfanter et d'enfanter en plus de gosses normaux. Il faut qu'ils soient quand même parfaits les gosses, hein. Bon, bref, qu'est-ce que je disais? Donc à 1 minute 30 vous avez ça. Donc, alors je voulais dire aussi que sans pratiquer l'eugénisme comme madame, en parle, on a quand même eu des gens, qui ont éclairé, le parcours de l'humanité, comme Stephen Hawking, donc astrophysicien, tatati, spécialiste des trous noirs, qui lui, a vécu d'ailleurs une assez longue vie, il me semble 71 ans, alors qu'il était atteint d'une forme rare de sclérose latérale amyotrophique. Donc, en fauteuil roulant, vous l'avez tous vu, avec c'était franchement, un peu repoussant physiquement, un vrai là, hein, digne du Téléthon. Donc on a eu Ray Charles, bon c'est pas non plus, moi j'aime bien, mais lui il est devenu aveugle, par maladie. Beethoven, qui lui est devenu sourd. Donc, alors le point moi où je pourrais être d'accord avec eux, c'est sur l'intérêt, le seul, hein. Si on dit: «Bon alors, en préimplantatoire, si on diagnostique des anomalies, ça peut éviter certaines interruptions médicales de grossesse qu'on pratique effectivement», ce sont déjà des bébés. Voilà, à partir du moment où ça va être, diagnostiqué pendant une grossesse, en dehors d'ailleurs des femmes ayant subi des, fécondations in vitro, tout ça, n'importe quelle grossesse naturelle peut également être interrompue, selon, le choix des parents. Par exemple, en cas de diagnostic de trisomie, au cours du, je crois que c'est fin de premier trimestre, je sais plus moi, je sais plus trop, mais bon, en tout cas, on peut avorter ou quand on s'aperçoit qu'il y a une grave cardiopathie, ou des choses, des maladies, des handicaps physiques, j'en sais rien moi, un enfant qui va avoir, qu'un bras, ou 2 bras, pas de bras du tout. Je sais pas quelles sont les limites, mais de toute façon, c'est, pour les interruptions médicales de grossesse, c'est quand même décidé en conseil, à l'hôpital, hein. Je veux dire, c'est pas non plus un truc, on claque pas des doigts pour le moment. Voilà, donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Évidemment, oui, c'est un acte qui est très lourd de décider d'interrompre une grossesse, j'en sais rien moi, à 5 mois de grossesse, 4 mois de grossesse, c'est un véritable accouchement par voie basse, hein, et c'est bien sûr que c'est très, très traumatisant. Donc eux partent du principe que quand, s'il y a plus de soucis, il y aura plus d'IMG. Après, forcément, il y a des mots qui me heurtent comme, par exemple, pour eux, c'est la rapidité d'être parent. Bon, c'est formidable. Je trouve ça un peu, je trouve qu'ils ont des mots qui sont forts. Voilà, on parler de rapidité, on est vraiment dans une marchandisation, hein, quand même, dans un acquis, c'est en train de devenir un droit, quoi. Hem, donc, alors, quid des enfants, nés par procréation médicalement assistée, mais de parents n'ayant pas de pathologie, personnelle ou familiale? Comme par exemple, vous faites une PMA, procréation médicalement assistée, et vous accouchez d'un enfant diabétique, de type 1 par exemple. Ah bah, si vous n'avez pas de diabète dans votre famille ou autre chose, bah, j'ai envie de dire, c'est pour votre pomme, hein. Donc, qu'est-ce qu'on en fait de cela alors? C'est les brouillons de la science? Comment? C'est terrible, hein, tout ça, hein. Pour terminer, je pense que nous ne sommes qu'au, balbutiement donc de ces pratiques. Imaginez à peine, une cinquantaine d'années, hein, et qu'il faudrait attendre de constater les bénéfices ou, les conséquences négatives, heu, de tout ce qui est, à notre disposition concernant la procréation humaine. Hier, je vous évoquais le témoignage, de cette femme-là qui a écrit un livre, née d'une GPA et qui, grâce aux États-Unis, pour des parents français, donc elle est née en 91 et qui, a très, très mal vécu son enfance, sa jeunesse et porte les traumas de cette conception. Donc elle estime que ce n'est pas de l'amour. Faire des enfants comme ça, c'est pas de l'amour. Donc ça, c'est son ressenti, et là, on parle quand même d'une personne qui est née comme ça. Donc moi, j'aimerais bien qu'on puisse attendre quand même de voir les conséquences. On nous dit: «Non, manipuler, des embryons
à tant ou tant de jours, c'est pas très grave, ça n'a pas eux, ils pensent qu'il y a aucun effet délétère. Mais moi, j'attends de voir. Je voudrais bien voir s'il y a vraiment aucun effet délétère à bidouiller quand même, des cellules embryonnaires. Vous avez un embryon, il a tant de cellules, on en prélève 1 ou 2 pour étudier, le les gènes, les chromosomes, enfin comment, va se comporter cet embryon dans l'avenir, si on l'implante ou pas. Je voudrais être certaine que si on retire des bouts comme ça, il va pas manquer ou se créer des cellules, nous amenant en fait à la création de monstres. Donc bon, écoutez, on verra bien à l'avenir. Ça, je suis désolée si j'ai été un peu longue, mais en tout cas, j'ai bossé pour vous rendre un truc à peu près propre au niveau de la compréhension. J'espère que ça a été, avoir été accessible à votre compréhension. Et puis, bah, si vous voulez me laisser un commentaire et me donner votre avis, le partager avec tout le monde, ça me fera plaisir. Je vous souhaite une bonne semaine à tous et je vous dis à très bientôt.